Jean, le cancre pédagogue, votre balado pédago. Bonjour tout le monde, ici Fred Jean pour le cancre pédagogue. On commence avec émotion cette 6e saison du cancre Edmondo. Déjà 6 ans. Quand j'ai commencé le podcast, je ne savais pas vraiment où je m'en allais, puis je ne savais pas non plus ce que ça me mènerait. Dire que j'ai commencé le podcast qui s'appelait Le cancre devenu pédagogue pour pour montrer aux novices comment enseigner. Ça a duré un épisode. Je me suis rendu compte qu'après même pas loin de 20 ans de carrière, 6 ans derrière, que il me manquait beaucoup d'informations, il me manquait beaucoup d'éléments, il me manquait beaucoup de connaissances. Je suis allé puiser dans mes entrevues. J'ai jasé avec des personnes d'un peu partout. Ça m'a ouvert ma conscience sur un paquet de choses. Ça m'a fait rendre compte aussi que des fois, ma pratique n'était pas nécessairement bonne ou adéquate. Ça m'a permis aussi de réaliser que j'avais encore beaucoup à travailler, beaucoup à réfléchir. Je pensais naïvement avoir fait le tour du jardin, mais je me suis rendu compte que j'étais très loin de ça. Je continue dans cette aventure-là, puis ma femme me dit « Mais pourquoi tu continues après 6 ans? C'est quoi ton why? » Ben, en fait, le why, je vais te le dire. Je me rends compte que je suis un vrai ignorant, que je sais pas tout, puis j'ai encore temps à apprendre. Ça m'a apporté beaucoup. Puis là, je suis dans l'écriture d'un roman. J'ai fait 14 chapitres et là, je suis comme pris. Puis peut-être que continuer à faire des entrevues va me donner peut-être d'autres lumières pour continuer mon aventure. L'aventure va très bien, mais je ne sais pas comment le terminer ou je ne sais pas comment faire atterrir en douceur ce roman-là, parce que le roman, je pense, avec les idées que j'ai planchées, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire. Mais peut-être que par mes rencontres que je vais avoir sur cette 6e saison, peut-être que je vais avoir d'autres idées pour faire cheminer cette idée de roman-là. Fait qu'il n'est pas sur pause, pas en arrêt, juste sur une petite pause plutôt. Puis on va y voir ce que ça va donner. 6 ans plus tard, je me rends compte que le cancre pédagogue est devenu bien plus qu'un micro, quelques entrevues. Je me suis rendu compte que c'est un espace de réflexion. C'est un espace aussi de vulnérabilité, un espace de rencontre. Un lieu où on peut se rappeler que l'éducation, c'est avant tout une affaire d'humanité. Chaque invité, comme je t'ai dit tantôt, ça m'a transformé. Chaque échange a rallumé une lumière, souvent dans des coins d'ombre que je doutais encore. Puis vous autres, les auditeurs, vous m'avez donné un sens aussi à tout ça. J'ai eu de nombreuses rencontres de personnes qui m'ont dit « Hey, merci pour cet épisode-là, ça m'a fait réfléchir, continue ton travail. » Puis le plus drôle là-dedans, c'est que je faisais pas ça pour avoir de la reconnaissance, je faisais ça parce que j'avais besoin d'aide. Puis merci beaucoup à ces oreilles bienveillantes qui ont écouté saison, épisode après épisode, qui ont même fait des critiques constructives. Je prends un moment pour vous remercier énormément. Pour cette 6e année, j'ai pas nécessairement envie de célébrer ça comme je faisais avant avec quasiment un épisode par semaine. C'est quelque chose qui me demande énormément. J'ai presque 200 épisodes de fait, mais c'est pas là que je veux. Je veux prendre, dans le fond, l'écoute les entrevues. Je veux que ce soit aussi un moment de pause. Je veux aussi que ce soit un moment pour moi de respirer. Puis je veux aussi que ce soit un moment pour me rappeler pourquoi j'ai commencé à faire ça. Puis je veux surtout continuer à écouter, puis je veux continuer à apprendre. Je veux tendre le micro à ceux et celles qui, comme moi, croient encore que l'éducation peut changer le monde. Bienvenue dans cette 6e année du cancre pédagogue. Merci d'être encore là. La prochaine personne avec qui j'ai eu le bonheur, puis je pourrais même dire le privilège, on commence en force. C'est avec un monsieur, Olivier Bertin-Mailleux. Olivier
est une personne qui est le directeur général de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Moi, je connaissais Paul Gérin-Lajoie, le personnage politique, je connaissais la dictée PGL, pardon, mais je ne connaissais pas la fondation. Fait que derrière ce titre de directeur général, ben, il y a un parcours chez Olivier, il y a une passion chez lui, puis aussi une vision. Olivier a débuté sur le terrain. C'est pas une personne qui vient du milieu de l'éducation. Il est allé au Sénégal, il était intéressé par la géographie, il voulait voir le monde, il voulait voir les gens. Il était allé aussi au Burkina Faso, entre autres. Il a piloté des projets d'envergure, de coopération internationale, puis il a même œuvré dans différentes sphères politiques québécoises. En d'autres mots, il sait que ça signifie l'éducation dans sa forme la plus ouverte, dans sa forme la plus exigeante, puis aussi la plus humaine. Pour cette conversation, je veux qu'on prenne un moment d'arrêt, qu'on observe pas juste le fait de ce qu'il fait, mais aussi pourquoi il fait tout ça. Parce que quand on parle d'éducation, toi qui m'écoutes, on touche parfois l'essentiel, le potentiel humain, les chemins qui s'offrent, les ponts qui se construisent, les fractures qu'on répare. Donc, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode tout à fait spécial. Bienvenue pour creuser avec un homme qui s'est donné une mission de faire de l'éducation un levier de justice, de solidarité et d'espoir. Prenez place, détendez-vous, puis on écoute et on apprend sur Olivier Bertin-Mahieu. Fait qu'on sait maintenant, Olivier, qui tu es de la dictée de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Mais dis-moi, cette fondation-là, Olivier, qu'est-ce que c'est? Qui dit fondation dit aussi levée de fonds. En quoi consiste cette fondation-là? Puis où est-ce qu'on s'en va avec ça dans nos écoles au Québec, disons? La Fondation Paul Gérin-Lajoie a pour mission de donner accès à une éducation de qualité à toutes et tous tout au long de la vie. Puis la façon dont je l'explique toujours, c'est que pour porter cette mission, on a 3 grands piliers d'activité. Le premier pilier, c'est un programme de coopération volontaire. Donc, on est en consortium avec d'autres organismes, Éducation internationale et la Fédération des cégeps. On a un financement d'Affaires mondiales Canada. Puis, on est présent dans 6 pays d'Afrique actuellement. Sénégal, Guinée, Bénin, Togo, Cameroun et Rwanda. Et l'objectif, c'est d'envoyer à peu près 650 experts sur le terrain pour soutenir, renforcer des institutions, des ministères dans le domaine de l'éducation. Ça, c'est le premier grand pilier d'activité. Le deuxième, on a des programmes internationaux aussi pour renforcer l'éducation, mais je dirais dans des zones souvent un petit peu plus difficiles. Donc, par exemple, dans des camps de réfugiés, on est en plein cœur de Port-au-Prince en Haïti, où c'est un peu difficile en ce moment, là. On est aussi au Mali dans des zones assez reculées et on aide les jeunes à avoir accès à l'école, mais aussi de plus en plus des adultes à suivre des formations professionnelles courtes qui leur permettent d'avoir un travail. Puis le troisième grand pilier, celui qui est le plus connu ici, c'est évidemment la dictée PGL qui existe depuis 35 ans, où ici on rejoint à peu près 50 000 élèves cette année. On va rejoindre 50 000 élèves. Mais dans la francophonie, parce qu'on est présent dans plein d'autres pays, on rejoint à peu près l'année dernière, c'était 2,7, 2,8 millions d'élèves qu'on a rejoints, qui ont suivi le programme de la dictée PGL, identique à ce qu'on fait au Québec, et qui culmine toujours au mois de mai avec une grande finale internationale où chaque pays envoie ses finalistes affronter les autres finalistes du monde entier. Donc, on a à peu près 80 finalistes à la fin, qui viennent du Maroc, du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, même des États-Unis, de toutes les provinces du Canada. Donc ça, c'est la dictée. Ça marche depuis 35 ans. Puis depuis 5 ans, on a décidé qu'on allait essayer quelque chose de nouveau. Elle a fait des petits. Donc on a créé une dictée pour adultes en entreprise. Donc la dictée PGL de la francophonie. On fait ça depuis 5 ans. Ça marche très, très bien. Et c'est toujours le même concept. Donc on apporte un outil pédagogique de préparation. Après ça, il y a une dictée qui se veut inclusive, qui rassemble tout le monde dans l'école ou dans l'entreprise. Et après ça, il y a une finale pour déterminer les gagnants. Puis ça, c'est la partie un peu plus festive à la fin. Et depuis 1 an, on fait aussi une dictée PGL pour les nouveaux arrivants, plus au niveau municipal. Donc, il y a une série d'ateliers préparatoires sur des thèmes
d'intégration locale. Donc, on n'est pas dans la francisation, on est dans la valorisation du français et on aide ces gens à découvrir leur environnement, découvrir des nouveaux lieux, des musées, l'hôtel de ville. On fait toujours ça avec les maires, mairesses de l'endroit. Par exemple, on a fait la finale avec Valérie Plante en décembre 2024. On a fait une finale avec Catherine Fournier au mois d'avril dernier. Puis on va reprendre cette année d'autres dictées. Donc voilà un peu les trois grands piliers qui portent la mission de la Fondation. Peut-être revenir un peu, juste expliquer pour mettre en contexte un peu qui était l'homme, Paul Gérin-Lajoie, pour ceux qui ne le Là, je sauraient m'en pas. allais. C'est quand même c'est le premier titulaire du ministère. Donc, c'est le premier ministre de l'Éducation au Québec dans les années 60. Donc, on était en pleine révolution tranquille. Wow. C'est lui qui a amené l'école obligatoire. C'est lui qui a contribué à mettre en place un système d'autobus scolaire pour amener les jeunes à l'école, qui a contribué à la création des cégeps. Donc, c'est quelqu'un qui était très important, qui était convaincu qu'il pourrait transformer le Québec par l'éducation. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, on reçoit des témoignages de gens qui disent « J'ai pu aller à l'école grâce à Paul Gérin-Lajoie ». Puis quand il a quitté la politique, parce qu'à un moment on perd les élections, donc il a quitté la politique, ça je ne sais pas si les gens le savent, mais il a été président de l'Agence canadienne de développement international pendant 7 ans. Et là, il a pu voyager beaucoup, voir à l'international tous les problèmes qu'il y avait, et il était convaincu qu'il pouvait changer le monde par l'éducation. Donc en 77, quand il a pris sa retraite, c'était pas un monsieur qui s'arrêtait de travailler, il a créé une fondation. Donc, on va fêter nos 50 ans l'année prochaine. Ça fait 50 ans que la fondation existe. Et il a créé une fondation. Il a commencé par des projets au Sénégal, il a eu des projets en Haïti pour ramener, au début, c'était ramener les jeunes garçons à l'école, les garçons qui étaient dans la rue. Et puis, la dictée, ils ont eu l'idée de faire la dictée pour sensibiliser à la solidarité internationale, lever des fonds. Puis, il faut se souvenir aussi que c'était à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, hein, où tu faisais un appel, c'était un interurbain. Donc, Mm-hmm. un jeune au Québec n'était pas nécessairement sensible à la situation d'un jeune au Sénégal. Et donc, c'était quelque chose d'assez novateur quand même à l'époque d'amener ce concept-là. Donc voilà en gros ce que fait la Fondation et qui était Paul Gérin-Lajoie, puis on continue avec sa mission. Mon nom est Louis-Dominique Manuel, enseignant au secondaire. Je vous présente mon balado Manuel d'histoire. Si vous êtes un enseignant en univers social, c'est-à-dire en histoire, en géographie, en monde contemporain, en finance, bref, en sciences humaines et ce, à tous les niveaux d'enseignement, je vous propose des discussions avec des pédagogues qui sortent des sentiers battus et qui nous donnent le goût d'en faire autant avec nos élèves au quotidien. C'est très intéressant. Moi, je me rappelle, dis-moi, Olivier, si je me trompe, ça a déjà été télévisé, ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans les années 90-2000, ça passait, je ne vais pas me tromper sur les chaînes, mais je pense Radio-Canada, ça a dû être à Télé-Québec aussi. Actuellement, on le télévise toujours, mais plus sur des plateformes numériques. Donc, on a eu sur le web. Donc, ces dernières années, on a beaucoup été sur Cube. OK. Cube et MaTV. Oh, OK. MaTV, OK. MaTV. Intéressant. Je voulais savoir, dans le fond, le slogan qui est « Savoir, c'est pouvoir », c'est ça, hein? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est quoi? Une éducation de qualité pour tous. C'est ça, tout simplement? Tout simplement, oui. On s'en situe où en 2025 de ça? C'est pas encore gagné. On a encore du travail. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de travail. Ça reste que les connaissances, c'est ce qui permet aux gens de s'émanciper, c'est ce qui permet aux gens de bien gagner leur vie. Puis, je pense qu'on le voit. Moi, je le vois sur les projets. Puis, par exemple, on travaille avec des groupements de femmes dans l'industrie du cacao, par exemple. Oh, wow. Juste d'amener une formation de base au niveau de la comptabilité. Donc là, tout d'un coup, elles sont capables de dire, oh, attention, je me rends compte que là, je perds de l'argent. Ah, là, j'en gagne. Donc, juste ça amène du pouvoir, ça amène énormément de pouvoir sur les choix que ces femmes-là vont faire pour elles, pour leur entreprise, puis finalement pour leur famille et toute la communauté qu'elles affectent grâce à ça. Puis, je dirais au niveau de la dictée, moi, je le vois ici, avec la dictée, on arrive à connecter des idées, à faire des liens logiques. Et ça, ce que je me rends compte, c'est qu'un enfant qui sait faire un lien logique, ça va le suivre après toute la vie. Il va être capable de lire, il va être alphabétisé, il va pouvoir fonctionner, il va pouvoir réfléchir. Et donc l'accès à l'éducation
accès à une éducation de qualité, moi, je pense que ça change toujours le monde. Puis, le savoir, oui, tout à fait, c'est le pouvoir, comme tu disais. J'y crois profondément, puis je sais que Paul Gérin-Lajoie y croyait profondément aussi. Par rapport à ça, je suis intrigué par le mot dictée. Longtemps, Ouais. ce mot-là a été comme, je peux pas dire démonisé, là. Je peux dire qu'il a été mis sous la sellette là, pendant un certain temps. Maintenant, est-ce que ce mot-là, le mot dictée, revient? Parce qu'on dirait que c'est des vagues hein, en éducation, il y a des choses qui changent, puis après ça dit non, ça c'est plus d'actualité, ou encore je peux même aller plus grossièrement et dire non, ça c'est plus bon, maintenant on va chercher d'autres choses. On se situe où par rapport au trend, mettons, si on parle comme des jeunes du TikTok, là, on se situe où dans le trend de la dictée, mettons? Ben, déjà, on n'a pas le monopole sur le concept de la dictée. La dictée Mais non. PGL, il y en a partout, il y en a de plus en plus. On en voit en Europe. J'ai même parlé à des gens au Cambodge qui faisaient des dictées sous les temples. Apparemment, ça a l'air magnifique. Wow. Euh, donc, on n'a pas le monopole sur la dictée. Mais nous, la dictée, je sais qu'elle dure. Puis je me suis posé la question, pourquoi est-ce que ça fait 35 ans que ça dure? Parce qu'il y a d'autres grandes dictées qui ont disparu, mais qui étaient là et qui étaient très présentes, même à la télévision. Et nous, ça dure parce qu'on travaille sur le matériel pédagogique préparatoire. Donc, un enseignant, on lui donne un outil clé en main qui lui permet d'accompagner l'élève dans la préparation à peu près pendant 2 mois. En général, ça se fait en janvier, février, la préparation dans les classes, et à son rythme. Donc, notre matériel pédagogique est pratique autant pour les classes français langue seconde que français langue maternelle. Les gens peuvent aller à leur vitesse, ils font l'exercice ensemble. Donc, nous, elle fonctionne parce que c'est un exercice qui est inclusif, qui amène des nouvelles idées. On amène toujours un thème annuel qui touche la solidarité internationale. On essaie de faire voyager les élèves à travers des exemples, des photos. Donc, je pense que c'est pour ça que notre dictée fonctionne. On l'appelle dictée parce que c'est un peu la pointe de l'iceberg que tout le monde voit, la grande finale qui est télévisée, qui a des vedettes, des ministres qui viennent lire la dictée, des invités spéciaux. Mais le vrai travail se fait en amont, dans les classes, dans les écoles. Et même si un élève ne va pas à la finale de la dictée, il a appris quelque chose. Et c'est pour ça que notre dictée fonctionne. Ça fait 35 ans qu'elle fonctionne, puis je la vois fonctionner encore un bon moment. Es-tu un peu, ma question va peut-être être champ gauche, là, mais est-ce que la visite est un petit peu aussi contre-intuitive, je ne sais pas si je m'exprime comme il faut, là, mais en lien avec, mettons, la performance? Parce que là, tu viens de me dire quelque chose qui est me titiller. Je ne sais pas si c'est un conflit cognitif que je joue ou non, mais c'est comme on exprime que les finales, fait que c'est les meilleurs. Puis là, tu as comme Olivier parlé un peu de ces personnes-là, si on ne sont pas parmi les meilleurs, ils viennent d'apprendre. Où est la motivation, disons, pour un jeune de participer à cette dictée-là? Il y a plusieurs niveaux de motivation, mais je dirais ceux qui aiment la langue française. Le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est quelqu'un qui aime jouer au basket. Il va avoir une équipe, il va avoir une ligue, il va pas nécessairement gagner, mais il va jouer, il va être fier d'être dans cette équipe et d'avoir essayé. Quelqu'un qui aime la langue française, qu'est-ce qu'il a? Ben, la dictée vient combler un peu ce besoin-là, puisque tout d'un coup, ils sont dans la classe, ils sont tous assis, c'est toujours papier-crayon en plus, les exercices qu'on fait. Donc, D'accord. ils sont accessibles en ligne, mais on les fait généralement en classe papier-crayon. Donc, c'est un moment que ces élèves vivent ensemble, où chacun s'entraide pour s'améliorer. Et à la fin, ceux qui gagnent ben, peuvent aller à la finale. C'est pas tout le monde qui y va, mais ils peuvent y aller. Puis les écoles soutiennent, sont très fiers. Puis même quand on arrive à la finale, puisqu'on a les finalistes qui viennent de partout dans le monde, on s'assure d'organiser. C'est un événement sur 2 jours. Donc la première journée, on va trouver une activité. Par exemple, cette année, c'était à Montréal, donc on est allé au musée Pointe-à-Calière. Toute la journée du samedi, on a fait des activités pour que les jeunes apprennent à se connaître et qu'on soit dans la rencontre de l'autre. Donc oui, le dimanche, quand on a fait la finale, on avait 3 finalistes français langue maternelle, 3 finalistes français langue seconde. C'est pas les 80 élèves qui sont repartis avec des prix. Mais au-delà de ça, ils ont passé un bon moment, ils ont rencontré d'autres personnes. Donc on essaye vraiment d'être dans l'inclusion et dans l'expérience qui va au-delà de la compétition, de la même façon qu'une équipe sportive, en fait. Mhm. Ça fait du sens? Ça a beaucoup de sens. Tu sais, où je voulais m'en aller, c'était pas d'aller nécessairement pointer vers l'élitisme, c'est pas ça. C'était de voir, parce que tu sais, mon podcast s'appelle Le Cancre Pédagogue, tu sais, pour en faire un peu l'histoire, c'est que j'étais considéré comme
un cancre tout mon passage scolaire, puis ça ne m'a pas empêché de devenir un enseignant, d'où vient la raison de ce podcast-là. Euh, Est-ce que j'en ai souffert? Oui. Mais au-delà de ça, j'ai eu cette persévérance, puis je suis devenu enseignant aujourd'hui. Je voulais juste voir un peu, est-ce que cette expérience-là que les jeunes vivent leur donne, même s'ils ne réussissent pas, l'envie de persévérer puis de continuer. C'était là que je voulais m'en aller. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est un exemple que je donnerais sur la Guinée, parce que l'année dernière, on a eu un enfant guinéen qui a gagné un prix. Ah. Et quand il est rentré, ça a été un peu une vedette parce qu'il a été reçu par des journalistes, parce qu'il avait gagné une compétition internationale au Canada. Et ce qu'on nous a dit, c'est que ben, les enfants se sont mis à lire davantage en Guinée parce qu'ils voulaient eux aussi tenter leur chance pour venir à la finale au Canada. Vrai? Puis, donc, je sais que les jeunes sont très fiers. Cette semaine, quand on a eu le lancement, on a fait parler quelques enfants mercredi soir, et notamment une jeune fille qui s'est rendue jusqu'à la finale régionale de Montréal. Elle n'est pas allée jusqu'au bout, mais elle a tellement apprécié son expérience, ça l'a tellement marqué qu'elle est venue en parler, elle est venue témoigner. Les parents étaient super fiers. Ça l'encourage à lire beaucoup plus, parce qu'évidemment, la lecture puis l'écriture, c'est très, très lié. Donc, on a réussi à faire quelque chose d'intéressant à tous les niveaux du processus, même au niveau des exercices en classe, au niveau des finales. Donc, non, c'est ça, je suis bien fier de ce qu'on a réussi à accomplir avec ça. Puis je pense que tout le monde y trouve un peu son compte dans cet exercice-là. Puis c'est pour ça que les gens reviennent année après année. Ça va peut-être sous-tendre une autre question. Est-ce que dans cette aventure-là, là, de cette fondation-là, qu'est-ce qui te rend, qui t'émoue ou qui te rend particulièrement fier, Olivier? Bonne question. Ben, je dirais quand on voit des transformations. Quand on voit des transformations, puis c'est souvent très rapide. Moi, il y a un moment où je me suis dit, waouh, ok, on a vraiment contribué à un changement. C'est un projet qu'on faisait au Rwanda, qui s'est terminé l'an dernier. Et c'est un projet qui aidait surtout des jeunes filles à retourner à l'école. Elles étaient dans des camps de réfugiés. Puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce camp de réfugiés au Rwanda, j'y suis allé. Donc, c'est à peu près 60 000 personnes qui vivent là en attente. Donc, 60 000 personnes, c'est à peu près la taille de Saint-Hyacinthe, juste pour donner une comparaison. Donc, imagine 60 000 personnes qui viennent des pays voisins, qui sont en attente. Puis il y a des gens dans ce camp, à un moment, qui se disent, ben moi, j'en ai assez d'attendre que, je sais pas, l'Europe, le Canada viennent me sortir, me prendre comme réfugié ou d'essayer d'attendre de rentrer chez moi. Je vais travailler, je vais contribuer à la population locale du Rwanda. Puis on avait plusieurs formations qu'on arrivait à offrir professionnelles courtes. Oh oui. Et notamment, ça a été une formation de coiffure. Donc, j'ai pu inaugurer le salon de coiffure école en 2022. Donc, j'étais la première coupe de cheveux de ce salon-là. Ben voyons donc. Puis j'y suis retourné en 2024, parce que c'était la clôture de notre projet. Et donc, les jeunes filles que j'avais rencontrées sont venues dans la capitale nous remercier, expliquer qu'elles avaient quitté le salon école pour ouvrir leur propre salon de coiffure et que maintenant, elles étaient indépendantes, elles fonctionnaient. Elles fonctionnaient toutes seules, elles vivaient toutes seules. Donc, des changements comme ça, tu dis, OK, en 2 ans, par l'éducation, par une formation courte, on a réussi à changer la trajectoire d'une personne et de sa famille. Puis juste d'en parler, ça donne des frissons. Puis je te dirais aussi un autre moment, ça a été la finale de la dictée des nouveaux arrivants qu'on a fait avec Catherine Fournier au mois d'avril dernier. On donnait des prix de participation à tout le monde. Donc, c'était quelque chose qui était moins compétitif. Il y avait des prix, toutes sortes de prix. On avait des partenaires comme la CEPAC, plein de partenaires. Et on avait notamment l'Université Concordia qui était partenaire et qui remettait des certificats pour aller prendre des cours au niveau de la francisation à l'Université Concordia. Et on avait 6 certificats pour des cours à donner. Quand on est arrivé à ça, donc il faut imaginer une salle où c'est que des nouveaux arrivants de partout dans le monde qui veulent s'intégrer, qui aiment le français, qui veulent en apprendre plus, qui veulent que ça fonctionne, puis que leurs enfants sont là aussi. Ils se sont déplacés un samedi matin pour aller à l'hôtel de ville pour vivre cette expérience. Et là, on arrive au certificat de l'Université Concordia et il y a un silence dans la salle. Tout le monde voulait ces certificats. Et là, tu dis, OK, dans ces 6 personnes qui ont remporté ces certificats, tu dis peut-être que juste un cours à l'université où ils pensaient qu'ils n'auraient jamais accès, ils ne pourraient jamais y aller, peut-être que ce cours-là va leur dire, tu sais quoi, c'est pas si difficile que ça finalement d'aller à l'université et ça peut changer tout leur parcours de vie.
Donc, c'est ce genre d'expérience qui fait que ben, j'adore ce qu'on fait à la Fondation, que je suis très fier des résultats qui vont très vite finalement par l'éducation. Euh, là, j'entends quelque chose que j'ai pas vu venir, fait que là, je vais appeler ça mon crochet de gauche pédagogique. Je m'attendais pas à ça du tout. Merci de cette information-là parce que partage de vie, tu sais, nous, dans la dictée PGL, de ce qu'on connaît chez nous, ça reste la pointe du iceberg, comme tu as pu le dire. Que les véritables changements qui s'opèrent, cette idée-là des personnes allophones qui veulent performer, qui veulent apprendre le français, puis qui souhaitent apprendre le français, qui souhaitent s'intégrer, puis qui souhaitent avoir cette chance d'avoir l'éducation, nous, on dirait qu'on est très confort là-dedans. Hein. Fait qu'on n'a pas cette... vu que l'éducation se dit, mettons, entre guillemets, gratuite, là, je mets vraiment les guillemets, mais on va plutôt dire plutôt accessible, mais obligatoire. Mais en ayant cette accessibilité-là, cette obligation-là d'aller à l'école au moins jusqu'à l'âge de 16 ans, si je me trompe, Ouais. on a tendance à perdre ce privilège qu'on a d'être éduqué. Et aussi, je ne sais pas si je vais aller trop loin en disant ça, mais j'ai comme l'impression aussi que le service que nous offrons, les enseignants, n'a pas peut-être le même impact que dans un autre pays où c'est vu comme un privilège d'aller à l'école. Est-ce que tu vois ça dans la dictée avec la Fondation, dans tes voyages? On est en effet très, très privilégié ici. Puis je pense, j'oublie jamais que c'est Paul Gérin-Lajoie qui a contribué à ce privilège-là. Mm-hmm. On est très privilégié. Par contre, ce que je vois ailleurs et quand je compare avec ici, c'est que ce sont les mêmes problématiques. Ah bon, OK. Des manques de ressources, des élèves qui peuvent avoir des difficultés qui vont affecter leur apprentissage. Et finalement, c'est toujours l'accompagnement des élèves par les enseignants qui fait la différence, que ce soit ailleurs ou ici. Ce que j'ai vu, c'est que les enseignants ont la même motivation à l'autre bout du monde, enfin au fin fond d'une campagne en Afrique sans électricité. Ils ont la même motivation de voir leurs élèves réussir. Ils sont créatifs dans les projets qu'ils amènent. Ils vont éduquer par rapport à leur environnement. Donc, par exemple, ce que je vois beaucoup ailleurs et ici, je vois beaucoup de jardins scolaires pour enseigner tout ce qui est lié à l'agriculture. J'en vois beaucoup, beaucoup au Québec. On en soutient même. Ces dernières années, on a soutenu beaucoup de programmes comme ça. J'en vois aussi beaucoup en Afrique. On soutient des programmes de cantine scolaire. Et les jeunes apprennent beaucoup. Ce que je vois, ce sont des enseignants très dévoués. C'est vraiment une vocation pour moi d'être enseignant. Ce sont des gens qui sont très dévoués, qui se donnent. Et partout où je vais, je vois aussi les parents veulent que leurs enfants aillent à l'école. Et il y a des endroits où les parents n'envoient pas leurs enfants à l'école, pas parce qu'ils ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école, mais parce qu'ils ont fait le calcul que c'était plus dangereux des fois d'envoyer leurs enfants à l'école sur le chemin, sur la route. Il y a toutes sortes de défis. Hein. Par exemple, il y a même, il peut y avoir des enseignants qui demandent des faveurs sexuelles pour des bonnes notes. Il peut y avoir tout ce qui est hygiène aussi. Il peut y avoir des problèmes à l'école. Donc, les parents sont conscients de la valeur de l'éducation partout, partout dans le monde, veulent travailler avec les enseignants pour que ça marche. Et ce que je vois, ce sont des enseignants très, très, très dévoués, qui sont créatifs, peu importe où ils se trouvent, pour essayer d'amener la matière à leurs élèves. C'est très émouvant ce que tu me racontes. Moi, quand je suis entré en éducation, Olivier, je te partage de quoi? J'avais dans l'idée de faire ma carrière là-dedans. Okay. Je suis toujours, hein, ça fait 22 ans que j'enseigne, je suis toujours là-dedans. Et moi, ce que je trouve fascinant, on s'en rendait pas compte à l'époque parce qu'on était à une époque où, quand on entrait dans un travail, on finissait le travail, on faisait notre carrière, puis ça finissait là. Maintenant, on vit quelque chose de complètement différent. Puis les personnes qui font leur carrière dans une entreprise, là, mettons, ça devient de plus en plus rare. Les enseignants qui sont toujours enseignants, là, je veux dire, ils n'ont pas quitté dans les 5 premières années, là, disons, comme les statistiques le racontent, mais ils finissent leur carrière. Ouais. Puis je me suis souvent posé la question parce qu'il y a eu un moment donné où je doutais, puis je disais, est-ce que je vais continuer à faire ça toute ma vie? Je me suis souvent demandé la question, qu'est-ce qui fait en sorte, tabarouette, que les profs restent encore si longtemps? Et tu l'as bien dit, on est des créatifs.
on veut la réussite des autres. Puis on s'oublie même à la limite. Là. Vous avez une fierté de voir un élève qui démarre peut-être l'année un peu plus, c'est un peu plus difficile, puis tout d'un coup, il réussit à la fin de l'année, ou même faites voir des élèves évoluer, vous avez cette fierté-là, puis vous le voyez. Ça, c'est très valorisant quand même. Je vais te partager quoi? J'en ai vécu une aujourd'hui. Ah ouais. J'ai eu un courriel moi, je suis enseignant à l'intensif dans une super école qui s'appelle l'École P10 à Victoriaville. Et le jeune vivait des difficultés en lien avec l'anxiété de performance, puis le jeune, il vivait la séparation de ses parents. Et il y avait beaucoup de difficultés à jauger avec cette séparation-là. Il s'en mettait beaucoup sur les épaules. Ça met encore, mais on dirait que là, il est allé voir un thérapeute pour l'aider. Puis là, il commence à avoir une certaine confiance en ses moyens. Puis j'ai reçu un message me remerciant d'avoir contribué avec ma bienveillance. Puis parce que j'ai un pacte de compassion dans ma classe où on se permet de faire des erreurs, puis où on se permet de comprendre l'erreur pour avancer. Puis les parents, j'ai reçu des remerciements. Là. Fait que je suis dans ma 7e semaine à l'école, puis j'ai déjà reçu des remerciements, puis les notes montent. Là. J'ai pris le jeune sous mon aile. Fait que ça me touche beaucoup ce que tu racontes sur la dictée PGL ou la fondation PGL, parce que tu me fais voir quelque chose que nous, on fait déjà d'emblée, puis qu'on aurait peut-être même avantage à aller de l'avant avec cette fondation-là, pour la simple et bonne raison qu'il y a un fil conducteur qui nous relie. Là. Le fil est là. Là. Oui, c'est pas le gérant de la joie, mais tout ce qui en vient avec la fierté, comme tu as si bien mentionné, tout ce qui en est aussi avec l'espérance d'un futur meilleur, mettons. Oui. Puis la confiance en soi des élèves, ça, c'est important. Puis je pense que c'est ça que tu amènes aussi dans ce que tu racontes. Absolument, absolument. Là, on me dit que ça fait combien d'années que la Fondation existe? On va fêter nos 50 ans en 2027. C'est énorme. Oui, oui. Ce 50 ans-là dans l'histoire, là, t'en as glissé un peu, mais je veux assez voir si tu peux aller plus loin. C'est quoi la recette du succès de cette fondation-là? Très bonne question. Puis je me la pose beaucoup. Je vais te dire pourquoi je me la pose beaucoup, cette question. Parce que moi, j'ai commencé en 2021. Et en fait, M. Gérin Lajoie est décédé en 2018. Ouais. Et donc, moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais je me suis retrouvé à la cérémonie, aux funérailles. Et je me suis dit, jusque-là, M. Gérin Lajoie, c'était quand même un personnage, de ce que je comprends. Et donc, lui, s'il prenait le téléphone, puis il faisait une levée de fonds parce qu'il voulait changer le monde, s'il voulait que les écoles s'inscrivent, il faisait un appel et tout se réglait. Maintenant, il n'est plus là. Comment, et la question que je me pose, je me suis beaucoup posé cette question-là, puis je le répète, là, c'est quoi la valeur de la fondation et comment on fait vivre son legs à travers ça? Donc, jusqu'en 2018, c'est lui qui a fait vivre la fondation, puis maintenant, comment la fondation, puis la valeur de ce qu'il a créé, le fait vivre? Et la dictée, c'est quelque chose qui est gagnant pour tout le monde, parce que c'est un programme clé en main qui est facile à utiliser pour les enseignants. Il y a une partie levée de fonds si les écoles le souhaitent et elles gardent la moitié des fonds. Donc, pour des activités, l'achat de livres, toutes sortes de choses. Donc, ça, il y a des écoles qui vont préférer, par exemple, faire cette levée de fonds avec la dictée qui fonctionne. On appelle ça la cahier du partage. Ça fonctionne un peu comme un marathon. Pour chaque kilomètre que tu cours, ton entourage va te donner de l'argent. Là, c'est pour chaque mot juste dans la dictée, ton entourage va donner de l'argent aux enfants dans une petite enveloppe. Donc, on arrive à lever des fonds comme ça. Le contenu pédagogique ouvre sur le monde. On arrive à aller à la rencontre de la francophonie et dans les autres pays. Donc, il y a beaucoup de positifs. J'ai l'impression que c'est une espèce de cercle vertueux qui touche beaucoup de monde. Puis c'est pour ça aussi que on a décidé de prendre le risque en 2022, en pleine pandémie, de faire une dictée pour les adultes. Moi, j'étais convaincu que ça allait marcher. La première année, c'était moi qui prenais le téléphone. Puis au début, les gens me disaient une dictée pour les adultes. Je suis certain, personne ne va embarquer. La première année, c'est moi qui ai pris le téléphone, qui ai appelé mes amis dans les entreprises. On a essayé de faire ça vite. On a eu 13 entreprises la première année. Là, on est à peu près une centaine d'entreprises maintenant qui participent.
C'est le ministre de la langue française qui vient lire la dictée à la finale. En tout cas, M. Roberge qui est venu ces Oui, dernières oui, oui. années. Oui, C'est l'Office québécois de la langue française qui préside le jury de correction. voyons donc. Donc, c'est devenu énorme. On fait une levée de fonds à travers ça. On redonne la moitié des fonds à des projets dans des écoles en milieu défavorisé. Puis c'est à travers ces projets-là, moi, que j'ai découvert beaucoup d'enseignants incroyablement motivés dans des milieux souvent plus difficiles, mais qui ne quitteraient jamais leur école parce qu'ils adorent ce qu'ils ont mis en place, ils adorent leurs élèves, ils adorent les comités de parents. Et c'est ça, on voit que ça marche, la dictée. Les gens aiment ça, puis ça marche aussi avec les nouveaux arrivants. Donc, on en organise régulièrement, là. On va en faire une autour du 20 novembre. On est en train de travailler avec le Centre de la francophonie des Amériques sur la 6e journée internationale des professeurs de français. Donc là, on prépare une dictée un peu spéciale sur le thème de la musique. Donc, je peux pas encore trop en dire, mais on est dans cette préparation-là. Et je sais que les gens vont embarquer. On sait déjà. Les associations de professeurs de français nous l'ont dit, ils ont hâte à cette activité. Je suis subjugué. Je savais pas que ça existait, une dictée pour adultes. Bravo. Bravo pour cette initiative. Invité, la finale aura lieu. On travaille avec HEC Montréal et Québécois là-dessus. Et la finale aura lieu le 20 mars cette année. J'ai comme l'impression que je vais devenir Montréalais, moi, là. Je trouve ça super intéressant. Puis je dis ça avec humour, là, parce que j'ai de la famille à Montréal, là. C'est pas du snobisme, là, loin de là. Je voulais savoir en même temps, est-ce que ce que vous faites comme organisation, mettons, dans le grand centre qui est Montréal, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose de semblable avec vous? Est-ce que vous planchez sur faire ça dans d'autres villes, mettons? On a toujours des finales régionales qui se font un peu partout au Québec. Je parle, mettons, de la grande De- finale. La grande finale, alors on a pour les entreprises, tu parles, ou pour les enfants? Enfants ou entreprises. Pour les enfants, on se promène. Donc cette année, c'était à Montréal, mais l'année d'avant, c'était à Québec. Puis là, on regarde où est-ce qu'on va aller l'année prochaine. On va pas rester à Montréal l'année prochaine. Pour les entreprises, on a des entreprises de partout au Canada maintenant qui participent. Donc finalement, pour des raisons plus logistiques, c'est un peu plus pratique pour nous de le faire à HEC Montréal qui nous accueille pour l'événement. Mais c'est pas exclu, on est présent sur tout le territoire. Donc, il y a un moment, on peut explorer d'autres choses. Si tu as des idées pour ton coin, ça nous fera plaisir d'en parler. Mais c'est beaucoup de curiosité que j'ai en ce moment. OK. Parce que je suis même pas dans la critique. Je me dis, écoute, là, il est présentement, ça fait quoi, ça fait 35 minutes qu'on discute ensemble. Puis en 35 minutes, j'ai un flot d'informations extraordinaire qu'il va falloir que je réécoute. Même quand je vais le mettre en ligne, je vais réécouter les informations parce que je suis un créatif. Je pense que avec recul, pour avoir fait beaucoup de podcasts, j'ai jasé beaucoup avec la personne. J'ai pas eu de diagnostic encore, mais là, je vais dire, ah bon, ça y est, c'est ça, il y a un autre qui dit ça, là, mais j'ai comme une espèce de douance, je pense. Je suis une personne qui a beaucoup de créativité, qui arrive avec des idées rapides. On dit qu'il y a un flux d'informations qui rentre dans ma tête. Puis en ce moment, ce que je vis, en ce moment, c'est ça. Fait que j'ai comme l'impression que là, tout entre, puis il y a un système d'entonnoir. Genre, non, là, il va falloir que je réécoute là, parce qu'il y a des choses que je vais manquer, que je vais louper, c'est sûr et certain. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est que oui, je veux y aller, je veux retourner parce que assurément, lorsque je vais avoir terminé l'enregistrement, Olivier, je vais assurément avoir d'autres questions. Fait que je ne sais pas si Balado Pédago va pouvoir avoir l'opportunité d'être présent sur place, mais ce sera quelque chose qu'on pourra en discuter, Olivier. Oui, tout à fait. C'est vraiment génial. Par rapport à cette fondation-là, une chose qui vient spontanément à l'esprit, je ne sais pas pourquoi là, ça me parle, c'est comme s'il y avait une voix qui me parlait. Là. C'est pas ésotérique, il ne faut pas s'en faire. C'est en lien avec cette seconde chance. J'entends parler seconde chance tout le temps, cette seconde chance, donner l'opportunité à. Il y a beaucoup d'écoles, puis je veux pas m'embarquer dans une espèce de combat d'élitisme privé-public, c'est pas là que je m'en vais. Moi, ce que j'essaie de voir, c'est que de donner cette chance-là aux jeunes qui n'ont pas l'opportunité,
d'avoir une éducation de... Je vais reculer. Qu'est-ce qu'une éducation de qualité? C'est souvent ce que je me pose comme question, parce que on va voir un peu dans les batailles de ce qu'on vit au Québec. Tu as des écoles qui se spécialisent dans, mettons, le BNI, pas le BNI, l'école internationale, là, le PEI. Il y a d'autres écoles qui s'en vont vers le sport-études. Fait que chacun a leur propre sauce, disons, leur propre identité. Puis, il y a les jeunes qui sont au régulier. Puis les jeunes qui sont au régulier, c'est des jeunes qui n'ont aucun sport particulier. Ils ont des cours d'éducation physique sans un cursus normal que j'étais, moi, dans les années 90, 80. Puis que là, on regarde aujourd'hui, puis c'est plus la même chose. Est-ce que d'après toi, la dictée ou la Fondation Paul Général Lajoie est une lueur d'espoir pour ces jeunes-là? Je veux croire que oui. Oui, parce que tout le monde s'améliore en fait avec le processus de la dictée. Puis, je te disais par exemple, même la dictée, puis je reviens à la dictée pour des adultes, mais je peux comprendre, c'est que cette année, donc ça fait 4 ans qu'on fait la dictée pour les adultes et les entreprises ont dit c'est bien, mais il y a beaucoup de non-francophones qui veulent participer, puis bon, ils se sentent pas à l'aise de faire la dictée avec les francophones. Donc, ils participent pas. Donc, cette année, on ajoute une catégorie de non-francophones. Pour vrai? Parce que on le fait déjà avec les enfants. On a déjà une catégorie français langue seconde. Puis la façon dont ça fonctionne, c'est que les 2 premiers paragraphes, tout le monde fait la même dictée sur les 2 premiers paragraphes et sont évalués sur ces paragraphes-là à la finale. Mais le 3e paragraphe, tout le monde peut le faire aussi, mais il est un peu plus difficile pour les francophones. Donc, on arrive à rester inclusif autant dans le matériel éducatif, parce que c'est même pas du matériel éducatif par niveau scolaire, c'est du matériel éducatif par couleur. Donc, si un élève, par exemple, prend plus de temps à faire la couleur verte, ben, il reste plus longtemps sur les exercices de couleur verte, puis il avance à son rythme. Si un élève apprend très, très vite, ben, il va vite monter les couleurs, puis passer à la couleur suivante, même si c'est peut-être un niveau qui est 2, 3 années plus loin. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est que ce soit un exercice qui est toujours inclusif, parce que c'est ça qui fait la différence. Puis je le vois quand on travaille, par exemple, je reviens à mon camp de réfugiés, on travaille, donc on a travaillé en RDC, au Burundi, puis au Rwanda, puis ça a bien fonctionné. Maintenant, on reprend les mêmes choses au Mali, où là, il y a aussi des gros problèmes d'accès à l'école. On travaille beaucoup avec les populations vulnérables, dans un accompagnement personnalisé. Et on arrive à transformer des vies. Puis, tu sais, je te donne un exemple. Par exemple, dans le camp de réfugiés, on a travaillé avec beaucoup d'adolescentes grossesse précoce. Donc, ils sont ostracisés par la communauté. Et nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est un système de contrat social où on rencontre les groupements de pères, les groupements de mères, et on explique, bon, ben, voici la situation dans laquelle cette jeune fille se trouve. Soit elle est exclue, puis elle va toujours avoir du mal, son enfant va avoir du mal, puis elle va être dans un cycle de difficulté, de précarité. Soit au contraire, collectivement, vous reconnaissez la valeur de cette jeune fille et de son enfant pour la collectivité. Donc, il faut l'encourager à retourner à l'école. Ça veut dire garder son enfant. Ça veut dire qu'elle puisse se loger aussi, mais avoir du temps pour aller à l'école, faire ses devoirs et son apprentissage. Et on arrive à ramener des gens comme ça sur les bancs d'école avec le soutien de la communauté. Et quand je reviens ici, ben, je vois la même chose dans toutes sortes d'écoles avec les projets qu'on soutient. Moi, il y a une école qui m'a beaucoup touché, c'est l'école secondaire spécialisée Henri Julien. Celle-là est à Montréal. Et on parle d'enfants qui ont des troubles de comportement. Donc là, il y a beaucoup moins d'élèves par classe. Et ils ont mis en place tout un système. Si un enfant se retrouve, par exemple, en crise, parce qu'il y a toutes sortes de niveaux de comportement, mais un enfant qui va se retrouver en crise va avoir une première salle pour aller se reposer. Il va avoir des couloirs d'apaisement. Donc, il y a toute une procédure en place pour être certain que l'enfant soit accompagné avec ce soutien individualisé, soit inclus et puisse réintégrer après ça la société. Donc, je ne sais même plus où je m'en allais avec ça, mais redis-moi la question. Non, mais c'est par rapport à ceux qui sont au régulier puis qui peuvent avoir cette seconde chance, cette lueur d'espoir. Fait que c'est un beau lien que tu nous fais, Olivier. Hey, en passant, ton micro, il frotte sur ton zip. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. Là, j'entends le clic, 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 clic. Je me demandais c'était quoi. J'ai trouvé. J'ai trouvé la... Désolé.
Je vais le tenir, je vais le tenir. C'est correct. C'est correct. Ça fait juste rendre l'entrevue plus sympathique. Il n'y a pas de stress. Bon, mais je sais pas si on a fait le tour, mais je sens que non, qu'on n'a pas fait le tour, mais ça fait déjà 42 minutes qu'on jase ensemble, Olivier. On va devoir se rappeler. En fait, non seulement il va falloir se rappeler, mais définitivement, il faut que j'aille vous voir. Fait que je vais demander à Catherine, je vais y envoyer un courriel pour. J'ai même ça. Hey, je suis chanceux, j'ai même son cellulaire. Bon. Fait que je vais y envoyer, lui demander, dis là, s'il y a des choses, invite-moi, je veux venir voir ça. Quitte à même apporter mon matériel de podcast avec l'équipe de Balado Pédago pour essayer à notre manière de contribuer, si on veut. Là. Fait que ça serait génial. Je suis rendu à ma dernière portion que je t'ai parlé en pré-entrevue qui t'avait surpris un peu. Je vais te poser des questions, puis tes réponses, dans le fond, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est ta réponse qui importe. Puis si tu veux aller avec une réponse courte, ce sera une réponse courte, il n'y a pas de problème. Si par contre, tu sens que tu as besoin d'aller plus loin, comme je m'amuse à dire souvent dans mes autres saisons, ben moi, je vais avoir une planche de surf puis je vais suivre ta vague. OK. Ça va? C'est bon. Donc, pour toi, Olivier Bertin-Mailleux, l'éducation, c'est quoi? Ah, c'est pouvoir avoir un avenir, pouvoir choisir ce qu'on veut faire dans la vie, puis comment on veut contribuer, puis comment on veut parler avec les autres et s'intégrer et se sentir bien. Je connais pas ton passé, Olivier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un impact dans ta vie qui fait en sorte que tu es cette personne-là qui est ici aujourd'hui? Si oui, dis-moi donc pourquoi. C'est une très, très bonne question. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu de l'impact. Euh, hmm. Laisse-moi réfléchir un petit peu. Je dirais peut-être pas une personne en particulier, mais tu sais, je te disais au début que j'ai pu travailler en développement international. Moi, c'est un peu ça mon passé. Puis mon premier mandat, c'était au Sénégal, où je suis resté finalement 3 ans. Et au début, c'est pas évident parce que tout est différent. Tu dois t'adapter, la façon de manger, la façon de parler, tout est différent. Mais à un moment, je me suis fait comme un groupe d'amis. Puis moi, j'étais pas dans la capitale, j'étais un peu plus loin, donc il y avait pas beaucoup d'expatriés. Fait que j'étais vraiment avec les Sénégalais. Et ça m'a obligé à expliquer qui j'étais, d'où je venais, pourquoi je fonctionnais comme ça, pourquoi j'étais différent. Ah, wow. Et de devoir l'expliquer aux autres, c'est un peu comme un enseignant qui doit expliquer. Mais Ouais. finalement, tu apprends toi-même parce que Ah, ouais. ça t'oblige à mettre des mots sur ce que tu fais, sur ce que tu es, sur ce que tu connais, alors que quand tu es chez toi, tu y penses jamais, tu le fais, point. Et donc, cette expérience-là a été vraiment marquante. C'était une expérience de coopération volontaire, justement, avec le CECI, qui est un autre organisme. Et ça a été très, très marquant et ça a changé mon parcours professionnel où après ça, j'ai dit, OK, voici la voie que je veux prendre. Je veux rester dans le développement international et je suis très content d'être là. Donc, c'est pas une personne nécessairement, je dirais, c'était un groupe de personnes dans une expérience qui a changé ma vie. C'est comme une thérapie, ça? Une thérapie intense, on va dire, une thérapie concentrée où tu te débrouilles tout seul. Es-tu, ouais, oui, en effet. Es-tu une personne qui lit beaucoup? Je lisais moins ces dernières années, puis là, je me suis remis à lire. En fait, moi, je prends le train pour aller au travail tous les jours, et je me suis dit, parce qu'entre la famille, le travail, tout ça, j'avais plus beaucoup de temps, et donc je me suis remis à lire récemment cet été, et puis là, maintenant, tous les jours, je lis 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, et ça fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que tu lis présentement? Je suis curieux. En ce moment, ben, je viens juste de terminer un livre et je pense que ça s'appelait Panorama. Donc, c'est dans un monde un peu, c'est en 2050 où tout le monde vit dans une bulle de verre pour réduire la criminalité, mais du coup, il y a plein de rebondissements. Donc, c'est un roman un peu Policier. policier, futuriste. Ouais, c'est ça que j'ai lu en ce moment. En fait, j'ai une pile de livres que j'ai accumulé où je me suis dit, ah, tiens, il faudrait que je lise. Donc là, j'ai décidé de passer à travers la pile de livres dans le train. Donc, merci beaucoup, Exo. Ça, je ris là, parce que ça, c'est ma vie. Hein. Je m'en vais dans des salons de livres, salons du livre, puis Ouais. là, je rencontre des auteurs, ils me parlent de leurs livres, ils sont de super bons vendeurs.
Je prends le livre, je le lis pas. Je- Il faut s'y mettre. C'est ce que je me suis dit. Il faut s'y mettre parce que on est tellement sollicité par les. Puis, tiens, lire un livre papier, ça change le rapport aussi au texte et à ce qui rentre dans le cerveau. Parce que sinon, on se fait aspirer dans une espèce de vortex sur notre téléphone cellulaire où on devient assez passif, puis on navigue avec notre doigt. Et donc, de faire l'effort de lire, des fois, tes pensées pensent à autre chose, ton cerveau part, tu oublies ta page, puis finalement, tu es obligé de la relire dans le train le soir parce que tu te souviens plus ce que tu as lu le matin. Mais au moins, moi, je pense que ça stimule autre chose dans le cerveau. Puis là, c'est pas scientifique, c'est juste moi Oui, oui. qui redécouvre la lecture et ce que ça apporte au niveau cérébral. Oh, wow. Euh, Quand tu étais à l'école, c'était quoi ta matière préférée? Moi, Mettons. j'aimais Ouais. beaucoup histoire géo. OK. Vers la fin aussi, je faisais des sciences économiques. Moi, c'est ce côté-là que j'aimais beaucoup et les langues. Donc, j'ai fait du latin, mais j'ai aussi étudié 5 langues. J'ai français, anglais, allemand, italien et wolof. Donc, il y en a que je parle moins bien que d'autres, là, mais pour moi, c'était un peu une passion, les langues. Et ce que j'ai découvert, c'est que de prendre des langues un peu plus nichées, finalement, il y a pas de compétition. Et par exemple, à un moment, j'ai été consultant en Afrique parce que je voulais rester là-bas quand mes mandats étaient terminés. Et je me suis dit, OK, si j'apprends l'espagnol, je me retrouve avec tous les consultants qui parlent espagnol. Je vais parler un mauvais espagnol, je serai pas un bon consultant. Mais si j'apprends le portugais, et moi je travaille dans le domaine agricole, ben, tout d'un coup, il y en avait juste 3 consultants internationaux qui se partageaient un petit peu le marché au niveau de l'agriculture dans les pays lusophones. Et donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, à partir de là, je me suis dit, OK, je vais étudier le Wolof. Parce que le Wolof au Sénégal, il y a très peu d'étrangers, finalement, qui se débrouillent en Wolof. Donc, juste, je fais plein de fautes quand je parle, mais je me débrouille vraiment bien et ça change le rapport avec les personnes. Donc, moi, les langues, c'est ça. C'est un peu la clé vers la culture, la clé vers des groupes de personnes qui t'acceptent, qui t'intègrent et qui t'expliquent qui ils sont. Et ça facilite beaucoup après, si tu veux faire des affaires, si tu veux échanger sur toutes sortes de choses, de montrer que tu parles la langue. Puis, mais c'est la même chose ici. Tu sais, si quelqu'un te baragouine en français, ben, tu vas avoir beaucoup de respect probablement Ah pour oui. cette personne-là, Oui, puis tu vas l'inclure, versus quelqu'un qui dit, ah non, non, je ne veux pas faire l'effort. absolument, absolument. Puis ce qui est d'autant plus beau dans la langue, c'est que ça développe aussi ton cerveau à connaître d'autres choses. Je sais pas, je te partage quelque chose, hein. Brené Brown, est-ce que tu connais, Olivier? Non, je connais pas. Je t'invite à écouter ses podcasts. Euh, Brené Brown, elle parle du pouvoir de la vulnérabilité, puis elle parle aussi de la langue. Tu sais, quand on parle, mettons, la langue, on va chercher chez les Inuits, là. Leur langue, ils ont 100 dialectes parlés du mot neige. OK, wow. Puis nous, on en a, on a la slotch, on a la tu comprends? Ouais. Et eux, c'est dans leur environnement, fait qu'ils ils ont plein de dialectes. Fait que apprendre une langue, c'est aussi mettre des mots sur des choses qu'on n'est pas capable nécessairement de mettre parce qu'on ne connaît pas. Ouais. J'ai parlé avec une maman du Nunavik qui m'avait parlé d'un mot ça s'appelle Tema. OK. Thema. Ça veut dire, si je dis Tema, ça veut dire j'en ai assez, j'arrête ça là, je sors. Mais c'est pas impoli dans la culture au Nunavut. C'est plutôt j'en ai assez, faut que je prenne une pause, ça m'intéresse plus, fait que je veux pas faire perdre ton temps, je vais m'en aller. C'est pas vu dans la communauté, c'est pas vu méchamment. Il a raconté qu'elle donnait une formation, disons, là-bas, puis à un moment donné, il y en a une qui l'a regardé puis dit Théma, puis elle s'est levée, puis c'est ce qui s'est passé là. Fait qu'il y a une notion de culture puis de compréhension aussi. Ouais. Il y a aussi une notion de compassion qui vient aussi avec ça. Là, si la personne dit Théma puis elle est tannée, elle se lève, c'est pas parce qu'elle t'aime pas, c'est parce qu'elle est plus capable. Fait qu'elle veut pas perdre ton temps en étant là comme, mettons, un chrétien, mettons, je veux pas être méchant, là, mais chrétien dans une église catholique, puis qui attend que ça passe, puis qu'il y a le regard vide, eux, c'est OK, je veux pas perdre mon temps, Théma, je m'en vais. C'est spécial, hein? Ouais. Puis le langage affecte beaucoup, je pense, comment on réfléchit. Puis moi, ça m'avait frappé en Allemagne. Tu sais, quand tu apprends l'allemand, finalement,
le verbe est à la fin, donc l'action est à la fin de la phrase. Donc toi, il faut que tu réfléchisses à tout ce que tu vas dire avant l'action. Alors qu'en français, on va mettre sujet, verbe, puis après, on va débouler un peu la phrase comme on veut. Mais en allemand, tu es obligé de réfléchir à l'avance, fait que c'est beaucoup plus structuré. Il y a aussi un autre endroit où ça m'avait frappé. Je me disais, quand j'ai appris l'italien, je trouvais qu'il parlait beaucoup à l'impératif. Fait que ça change aussi un peu le rapport entre les gens aussi. C'est beaucoup plus direct finalement. Ah, c'est intéressant. Mais ça, c'est. Ouais, dans les langues, c'est super intéressant. Je peux C'est intéressant. parler longtemps. Oui, mais écoute, Olivier, on va sûrement avoir l'occasion d'en reparler. Je voulais savoir, Olivier, c'est ma dernière question. Quand tu étais à l'école, est-ce qu'on t'a déjà considéré comme un élève cancre, c'est-à-dire un élève paresseux, un mauvais élève, ou encore, comme il y en a qui disent en Europe, des flèches ou encore des aigles, ça veut dire des personnes brillantes et intelligentes? Moi, j'ai toujours été quand même un bon élève. Mais il est arrivé un moment où il a fallu que je travaille vraiment. Au début, ça me venait là, facilement. Puis quand je suis arrivé vers 14-15 ans, là, j'ai commencé à avoir des premières notes, des premières mauvaises notes. Puis là, c'était un petit choc. Puis là, il a fallu que je me mette vraiment à travailler, que je développe un peu des techniques de travail parce que ça me venait plus aussi facilement qu'avant. Puis après, quand je suis allé à l'université, ça a été un petit peu le même choc au premier semestre aussi, où j'ai trouvé ça très, très, très difficile. Puis il a fallu que je me dise, OK, là, on passe à un niveau supérieur, il faut que je m'assoie, il faut que je lise les livres, il faut que j'apprenne à apprendre. Cette fameuse première session, oui, elle est Ouais. très difficile. Ah, oui, ah, c'est un choc. Oui, c'est vrai. Hey, Olivier, c'est maintenant le temps de clore cette super entrevue que j'ai eue avec toi. Je veux simplement te remercier pour cette opportunité que tu me laisses en ce vendredi soir. Là. C'est le temps de sabrer le champagne. Là, Ouais. vous. Chez nous, ben, je suis en période restrictive alimentaire ces temps-ci, fait que je vais plutôt continuer avec mon boblé. Fait que fait que C'est un mousseux. c'est ça. Fait que je te souhaite, je te dis merci, puis je souhaite en fait longue vie, un autre 50 ans au sein de la PGL.